Saga Storyfy présente L'élément 119 de Caravitto, lu par Alexandre Picot. Prologue. Philippe n'y croyait toujours pas, et dire qu'il était sur le point de s'envoler vers l'affaire la plus mystérieuse de sa carrière. « Vous pouvez y aller, monsieur de Kerjaval. » Il sursauta en sentant la main de l'hôtesse contre son dos. Il se remit en marche, contourna le bâtiment, et tressaillit à la vue de l'hélicoptère. Sa peur panique de rester coincé à l'intérieur d'un habitacle suspendu en l'air le tétanisa à nouveau. Il hésita, esquissa une légère rotation du bassin vers l'arrière, mais se heurta contre la femme qui affichait une exaspérante détermination. Elle portait à présent une casquette de pilote, un regard autoritaire et une poigne sans pitié qui le poussa au pied de l'appareil. Il n'avait pas le choix, il devait y aller. Cet hélicoptère était le seul moyen d'accéder à bord de la plateforme. Il se souvint du stage que Titoyle l'avait obligé à suivre avant sa première mission pour le groupe pétrolier. Il avait appris à s'extirper d'un hélicoptère immergé dans l'eau. Il connaissait l'intégralité des techniques et des gestes à accomplir pour sortir vivant d'un crash, mais il savait aussi que dans les eaux déchaînées et glaciales de la mer du Nord, ses chances de survie étaient quasi nulles. Il grimpa et s'installa à côté d'un homme qui s'épongeait le front malgré une température de 3 degrés. En voilà un qui semblait encore plus tourmenté que lui, se moqua-t-il intérieurement. Deux lombrics sans ossature ni cerveau, voilà à quoi ils ressemblaient. Deux idiots qui s'apprêtaient à trembler durant tout le vol. L'homme qui continuait sa progression vers une blancheur extrême s'exclama soudain. « Vous avez vu le pilote ? C'est une femme. Moi, je pensais que c'était l'hôtesse. »« C'est bon, Wilfried, tout va bien se passer, » lui répondit un des ingénieurs assis de l'autre côté. Parmi la grande panoplie des phobies qu'il expérimentait depuis plus de 30 ans, se faire conduire par une personne de sexe féminin n'en avait jamais fait partie. Il ne savait même pas qu'on pouvait ressentir une telle crainte. Le pilote leur fit signe d'enfiler les casques et de brancher la communication. Elle leur rappela les instructions d'usage que Philippe écouta attentivement, puis elle coupa la liaison. Les hélices se mirent en fonctionnement. L'hélicoptère se souleva doucement et Philippe réalisa amèrement qu'il ne pouvait plus sortir. Il était coincé à côté d'un homme qui paniquerait bien plus que lui à la moindre secousse. Il se mit à avoir chaud, puis très froid. Des pensées désastreuses qu'il tentait de contrecarrer lui piquaient le cerveau. Non, il n'allait pas tomber. Oui, il était tout à fait normal de se trouver à plusieurs mètres au-dessus du sol et de continuer à monter vers un ciel dense, gris et taciturne. Non, il n'allait pas mourir, et de toute façon, la mission qui l'attendait méritait bien ses désagréments. Il devait s'y rendre. Il le fallait absolument. Il se remémora l'appel téléphonique reçu quelques heures auparavant. « Monsieur de Kerjaval, je suis la secrétaire de monsieur de Martinière. Ne quittez pas. » Le président directeur général de Titoyle, le plus grand groupe pétrolier du pays, souhaitait s'entretenir avec lui. Lui, personnellement. « Monsieur de Kerjaval, Albert de Martinière au téléphone. Mes directeurs de production m'ont beaucoup parlé de vous. Ils me disent que vous êtes l'un des géologues les plus renommés de la profession. C'est exact ? » ?»« Oui, monsieur de Martinière, en effet. Merci pour... » »« Bon alors voilà, je vous appelle parce que j'ai besoin de vos services. Bien sûr, je suis très honoré de... Seulement, monsieur de Kerjaval, ce chantier n'est pas comme les autres. Il est ultra confidentiel, du genre qui ne doit pas être révélé à la presse pour le moment. Vous saisissez ? » ?»« Je crois, oui. Vous avez toute ma discrétion. Mais de quoi s'agit-il ? » ?»« L'exploration d'un nouveau gisement, un éléphant. De quoi faire prospérer la compagnie pour ces 20 prochaines années. Mais on a un gros problème. Les foreurs sont bloqués à cause d'une roche, disons... particulière, incassable et parfaitement ronde. Elle se trouve juste au-dessus de la poche d'hydrocarbures, rendant l'accès impossible. On a besoin d'un géologue de votre expertise pour analyser et résoudre ce cas de toute urgence. Chapitre 1. Premier jour. Après 3 heures de vol, Philippe aperçut la plateforme. Vue d'en haut, la barre métallique ressemblait à une verrue incrustée dans un corps ondulant. Les matières vivaient, la mer s'acharnait à atteindre le ciel, tandis que les nuages en profitaient pour s'entrelacer dans ce mouvement perpétuel. Seule la tache sombre demeurait anormalement statique. Plus il s'approchait, et plus le monstre de fer devenait gigantesque. Il n'avait jamais observé une plateforme de cette dimension. Ils se posèrent, et Philippe remercia intérieurement une kyrielle de divinités, aussi variées qu'imaginaires, de l'avoir laissé en vie. Il lutta de toutes ses forces pour ne pas penser au trajet qu'il devra nécessairement subir pour repartir. « Bonjour, monsieur de Kerjaval.
Je suis Dominique Hiller. Je vous emmène en salle de débarquement. » La femme l'attendait sur la piste d'atterrissage. Jeune, mince, elle avait le regard exigeant et nerveux d'une hôtesse qui prenait son rôle un peu trop au sérieux. Elle lui fit passer le rituel réglementaire, se procurer l'équipement et suivre les consignes de sécurité avant d'être autorisée à circuler à bord. « C'est bon, on y va », annonça-t-elle avant de s'engouffrer illico dans un couloir. Elle n'était pas bavarde. Il ne devait pas s'agir d'une hôtesse, mais d'une des géologues de l'équipe. Peut-être même la chouchoute du chef, celle qui assure toutes les corvées du patron. Une boniche aigrie par le sale boulot qui se vengeait sur les visiteurs. Cela n'augurait rien de bon en ce qui concernait le chef lui-même. Il s'aspergea de gel hydroalcoolique. Les bactéries proliféraient dans les lieux publics, et surtout, il avait serré les mains de plusieurs personnes à son arrivée. Il suivit l'assistante tout en se félicitant de son expertise dans l'art d'ouvrir les portes avec son coude. Il avait généralement avec lui une fine paire de gants qui le protégeait de l'extérieur, mais avec la précipitation de son départ, il l'avait laissé chez lui. Il avait donc voyagé nu, sans aucun écran contre les germes et les microbes. La jeune femme ne lui avait pas adressé la parole de tout le trajet. Elle n'avait fait aucune allusion à son voyage, ne lui avait pas demandé s'il lui manquait quelque chose ou s'il allait bien. Il se serait attendu à plus de prévenance. Après tout, il était parti au pied levé le jour même. Il ne s'agissait pas d'une situation habituelle. C'est alors qu'il réalisa. Dans la précipitation, il avait oublié le plus important. Il alpagua son accompagnatrice. « Excusez-moi, mademoiselle, savez-vous s'il y a une pharmacie à bord ? » ?»« Pourquoi ? Vous avez besoin d'un médicament ? » ?»« Dormatron. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un somnifère. »« Ok, je préviens le médecin. Vous aurez vos pilules. À part ça, d'autres bobos ? » Cette femme avait autant d'empathie qu'un dromadaire. Elle aurait pu au moins faire semblant d'être embêtée pour les médicaments. Il parlera au chef de ce problème dès qu'il le rencontrera, car il n'était pas certain que cette personne soit fiable. Manifestement, elle ne le connaissait pas plus qu'elle ne respectait les règles de bienséance du groupe. Le patron du département géologie devait embaucher ses stagiaires en se basant sur des critères physiques. Il avait bien envie de renvoyer cette gamine chez sa mère dardard pour faire changer sa couche. Ils mirent presque une demi-heure pour atteindre la salle d'ingénierie. La circulation était fastidieuse. Des escaliers se succédaient au milieu d'un dédale de passerelles métalliques. Ils grimpaient plus qu'ils ne marchaient, tout en respectant les consignes de sécurité. Attendre qu'une personne soit sortie de l'escalier avant de s'y engouffrer. Maintenir la main sur la rambarde. Ne pas se pencher pour évaluer la hauteur vertigineuse de la plateforme. Résister aux bourrasques glaciales capables de secouer le squelette d'un géant. La mer du Nord, zone hostile et dangereuse, n'avait pas dissuadé le pétrolier Titoil de s'y attaquer. Faire pousser une structure pareille sur un océan démoniaque à 600 km de la Terre était un véritable exploit. Ou une folie. Ils entrèrent enfin dans un couloir. Les joues du scientifique brûlèrent au contact du chauffage. Sur une porte, un écriteau indiquait « Dominique Hiller, directeur département géologie ». Philippe en eut le souffle coupé. Cette femme était la directrice du département. C'était à peine concevable. Comment une femme, de surcroît aussi jeune, pouvait-elle accéder à ce type de poste ? Il n'y avait pas d'autre chef avec qui parlementer. La mission commençait mal. Seuls mes proches collaborateurs ont pu voir ce que je vais vous montrer. Elle activa son ordinateur et tourna l'écran. La croûte océanique était modélisée et au milieu, une magnifique sphère reposait. Chapitre 2. La sphère. Philippe écoutait attentivement. Hormis le fait qu'il était profondément déstabilisé par ce qu'il voyait, son esprit était resté bloqué sur l'âge et le poste de cette femme. Il fallait qu'il se concentre et qu'il arrête de lui faire répéter plusieurs fois ses explications. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le forage le plus profond jamais réalisé. La croûte océanique se situe à 4300 mètres de profondeur sous la mer. Nous avons repéré l'existence d'une première couche basaltique d'environ 1 kilomètre. Puis on trouve du sel sur 4 kilomètres. Ensuite, il y a une couche sédimentaire de 800 mètres et enfin on tombe sur la poche susceptible d'être de l'hydrocarbure. Si je comprends bien, avant d'atteindre le puits, il faut traverser 4000 mètres de flotte, puis 6000 mètres d'écorce terrestre. C'est une blague ? Vous vous rendez compte de la pression que cela peut exercer sur l'hydrocarbure ? On a déjà vu des réservoirs soumis à des pressions beaucoup moins fortes s'effondrer ou exploser. J'espère que vos équipes ont une bonne assurance vie. Ne nous prenez pas pour des apprentis. Nous appliquons les procédures les plus strictes de la profession. Et vous le savez aussi bien que moi.
Pour trouver de nouvelles poches d'hydrocarbures, il faut aller de plus en plus loin et forer en eau profonde. Nous n'avons pas le choix. Nous relevons de nouveaux défis dans des zones encore jamais visitées par l'homme. Une chance pour un scientifique comme vous, non? D'ailleurs, il y a un autre point qui devrait vous intéresser. La sphère mesure 1 kilomètre de diamètre. C'est énorme. C'est aussi pourquoi elle nous bloque. Philippe ne sut que répondre. L'information était stupéfiante. Ou alors on lui faisait une blague. Vous comprenez pourquoi tout ceci doit rester secret. Nous nous attaquons au forage le plus éloigné des côtes et à des profondeurs jamais atteintes. Nous avons affaire avec un élément naturel non identifié et pendant ce temps, des sommes considérables sont dépensées quotidiennement pour ce chantier. Savez-vous combien la compagnie paye chaque jour? Pas la moindre idée. 30 millions d'euros. Cette plateforme coûte 30 millions d'euros par jour. Nous voulons attendre la réussite complète du projet avant de dévoiler au grand public l'existence de ce puits. En cas de succès, l'effet d'annonce fera flamber le cours de la bourse. En cas d'échec, personne n'en saura rien, à commencer par les actionnaires. D'ailleurs, nous avons fait signer un accord de confidentialité à tous nos collaborateurs à bord. Ils entendirent toquer 3 coups secs derrière la porte. Un homme entra, de grande taille, des lunettes tombantes, les cheveux roux et un air de meilleur élève de la classe. Philippe reconnut le lombric assis à ses côtés dans l'hélicoptère, et il le détesta immédiatement. « Entre, Wilfrid. Je te présente l'expert, monsieur de Carjaval, qui vient d'arriver. Philippe, je vous présente Wilfrid Etroudy, mon adjoint. Wilfrid est une des rares personnes à connaître l'existence de la sphère. Nous étions ensemble dans l'hélicoptère. N'est-ce pas, monsieur de Carjaval? Vous n'en meniez pas large, hein? Ça va mieux maintenant? Enchanté, monsieur Etroudy. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Certainement à cause de la couleur. Vous étiez beaucoup plus blanc tout à l'heure. Bon, parfait. Je vois que vous vous connaissez déjà. Alors voilà, quand nous avons reçu les premières données, nous ne pouvions croire que c'était réel. Une sphère parfaitement ronde dont le diamètre mesure 1 kilomètre. Ce n'était pas possible. Nous avons tout vérifié. Nos appareils, nos sonars, nos programmes informatiques. Mais rien d'anormal n'a été détecté. Nous avons donc demandé aux foreurs de commencer le travail. Mais sans leur parler de notre problématique. Nous ne voulions pas perturber l'équipe, précisa Wilfrid. Quand ils sont arrivés sur la sphère, la tête de l'outil de forage a cassé. Impossible de percer. Vous imaginez la surprise. La roche a résisté à une tête de forage diamantée. On a un énorme diamant sous les pieds, laissa échapper Wilfrid d'une voix qui s'était perdue dans les aigus et qui poursuivit son chemin vers un ricanement strident incontrôlé. Quoi que ce soit, cela nous empêche d'atteindre la poche. Philippe, on a besoin de vous pour déterminer le forage le plus optimum. Bien sûr, mais la sphère, qui va l'étudier? Vous, dès que le forage sera opérationnel. Avant, c'est le secret absolu. Une fois que le puits sera en fonctionnement, je vous laisserai les mains libres pour mener à bien vos recherches, échanger avec vos confrères, alerter la presse même si vous le souhaitez. Mais nous sommes bien d'accord, la production ne doit pas être perturbée. Dominique sortit une dizaine de feuilles agrafées de son caisson de bureau. Nous avons préparé un accord. C'est un contrat d'arbitrage qui garantit la bonne production du puits pour nous contre l'exploitation scientifique de cette sphère pour vous. Ce contrat est géré par des avocats reconnus par la Cour internationale d'arbitrage. Si vous divulguez des informations avant la production du réservoir ou si l'exploitation du puits se trouvait altérée par un de vos faits, soit à cause de la sphère elle-même, soit à cause de la communauté scientifique alertée par vous, vous nous devriez un dédommagement d'1 million d'euros. En contrepartie, les gains que nous vous proposons sont à la hauteur de nos attentes et de votre implication. Nous vous garantissons la paternité de cette découverte et nous vous offrons des honoraires d'1 million d'euros. C'est gagnant-gagnant. Philippe fut pris d'une quinte de toux et renversa sa tasse de café. La jeune femme eut le temps de soulever le contrat avant qu'il ne soit inondé. Elle enchaîna sans attendre la fin de ses excuses à peine audibles. « Ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, monsieur de Carjaval. Wilfrid va vous accompagner à votre cabine. Prenez une douche et nous nous retrouvons par la suite. J'ai demandé des plateaux repas pour le dîner et je vous montrerai toutes les données que nous possédons concernant cette sphère. Si vous voulez emporter votre café, mettez un couvercle sur votre tasse, précisa Wilfrid qui s'était levé. Monsieur Sécurité ne plaisante pas avec ce genre de consignes. L'année dernière, un gars s'est brûlé avec du café bouillant renversé lors d'une bourrasque. Ici, quand il y a du vent, ça secoue sévère. Ils marchèrent plus de 20 minutes pour atteindre la cabine. Des sombres couloirs sans fin aboutissaient sur des passerelles extérieures, aussi glaciales qu'identiques, d'où d'interminables escaliers les menaient vers d'autres corridors, très ressemblants les uns les autres, et un peu plus lugubres à chaque fois.
Le vent sifflait et fouettait les visages dès qu'ils traversaient une zone à l'air libre. À plusieurs reprises, Philippe dut contenir des malaises causés par la vue vertigineuse depuis certains passages qui surplombaient un océan dont la férocité et la puissance lui rappelaient âcrement sa situation. Il se déplaçait sur une structure métallique perdue à 600 km de la terre ferme et, comble de l'horreur, l'unique moyen de sortir vivant de ce défi technologique s'était envolé depuis plus d'1 heure. Philippe se rendit compte qu'il n'avait pas mémorisé le chemin pour retrouver le bureau de Dominique. Cette plateforme était bien trop grande, bien trop loin des côtes, bien trop angoissante et paradoxalement immensément stimulante. Seule une construction hors norme comme celle-ci était capable de dénicher une roche aussi exceptionnelle. En montant le dernier escalier, Wilfrid se retourna et lui rappela de maintenir correctement la main sur la rambarde. « Consigne de Monsieur Sécurité », répéta-t-il. « Quand vous le verrez, vous comprendrez. » Ils s'engouffrèrent enfin dans le couloir qui desservait les cabines de couchage. Normalement, les cabines sont en 12-12 et sont partagées par 2 collaborateurs, un qui travaille la nuit et un qui travaille le jour. Mais étant donné la mission qui vous est confiée, je me suis arrangé pour que vous soyez seul. Il connaissait les règles de vie à bord, mais il n'avait pas songé à un seul instant qu'il aurait pu partager sa cabine. L'idée lui parut autant saugrenue que désagréable. Devoir supporter la présence d'un colocataire dans une pièce aussi exiguë et spartiate ne pouvait que le perturber dans la gestion de ses nuits difficiles. Un insomniaque ne partage pas sa chambre, et encore moins ses toilettes ni sa douche. Il grommela néanmoins un vague merci et Wilfrid poursuivit. « Seul le capitaine a droit à une cabine particulière. Les conditions de vie sont plutôt monacales à bord, vous savez. On est loin des croisières Costa-Bateau. On travaille, on mange, on dort. On travaille, on mange, on dort, 7 jours sur 7. Et on rentre chez soi 2 semaines toutes les 6 semaines. » Il se demanda soudainement comment faisait Dominique. Partageait-elle sa cabine avec un homme ? Wilfrid devina sa question muette et précisa. « Les rares femmes présentes à bord ne partagent pas les cabines. Elles occupent seules une cabine double, comme vous. Bon, je vous laisse vous installer, je reviens vous chercher plus tard. N'oubliez pas de mettre votre combinaison pour sortir, c'est obligatoire. Encore une consigne de Monsieur Sécurité. » Philippe réalisa qu'il était le seul à être encore habillé en civil. Les combinaisons arboraient une teinte orangée qui aurait donné la nausée aux plus intrépides des caméléons. « La couleur est pétante, c'est pour mieux repérer un homme tombé à la mer, » dit Wilfrid. « On est loin des costumes cravate Hermès des tours de la Défense ici, hein ?» Quand il fut seul, il se lava longuement les mains avant de prendre une douche bien chaude qui le débarrassa des millions de bactéries et microbes accumulés sur lui depuis le départ. Une sphère. Une sphère enfouie si loin sous la terre. Comment était-ce possible ? Il s'examina dans le miroir. Aucun épi ne s'échappait de ses cheveux bruns clairs. Derrière la monture de ses petites lunettes rondes, il aperçut une ride. Sûrement un pli d'expression creusé par la contrariété. À 38 ans, il se félicitait de ne pas avoir un seul cheveu blanc, et il se trouvait même tout à fait séduisant. Mais de quoi était composée cette sphère ? Et que faisait-elle là ? Dès les premières explications, Dominique s'était barricadé derrière une pile de documents contractuels et juridiques. Ses commanditaires n'avaient pas été honnêtes. Il en savait trop pour repartir, mais il n'était pas en position de force pour négocier. Il n'aimait pas ce genre de contrat. Il était prêt à renoncer à ses honoraires si la clause de dédommagement était supprimée. Se sentir accusé par défaut le mettait mal à l'aise. On toqua à la porte. Déjà ? Il venait tout juste de s'habiller. L'adjoint aurait pu lui laisser plus de temps. Encore un excité qui considérait que la douche ne devait pas durer plus de 5 minutes. Pas étonnant que les microbes résistent avec ces personnes peu soigneuses. « Bonjour, monsieur de Kerjaval. Je suis Helena, l'infirmière. Madame Hiller m'a demandé de vous apporter des somnifères. Est-ce que je peux entrer ?» L'infirmière se glissa dans la cabine. Sa masse corporelle prenait une place démesurée dans ce cagibi. Philippe recula autant qu'il put. « Dominique m'a parlé de Dormatron. C'est ce que vous prenez habituellement ? » ?»« Tout à fait. Je prends 2 comprimés tous les soirs, ce qui m'assure 6h30 de sommeil. Cette molécule est très puissante. En général, un seul comprimé suffit pour au moins 7 heures de sommeil. Depuis combien de temps prenez-vous ce médicament ? J'ai toujours eu recours à des aides pour dormir. Comment se manifestent vos problèmes de sommeil ? Vous ne vous endormez pas ? Vous vous réveillez en pleine nuit ? Mais de quoi se mêlait-elle ? Son médecin lui fournissait ses ordonnances depuis des années. Il n'avait aucune obligation de se justifier. Ces médicaments faisaient partie de sa vie, de la même façon que ses lunettes lui étaient nécessaires pour corriger sa myopie. « Venez me border et vous verrez. »
L'infirmière fronça les sourcils. Elle réfléchissait à la formulation qu'elle allait employer. « Vous devez savoir qu'à bord d'une plateforme, les consignes de sécurité sont très rigoureuses. » Philippe attendait la suite, inquiet de la tournure que prenait la conversation. « Il arrive que des tempêtes mettent à mal les installations, sans compter que, comme toutes les plateformes, il y a des risques d'explosion. » Il avait compris où voulait en venir l'infirmière et commença à paniquer. « Nous ne possédons que des somnifères de molécules plus légères qui favorisent l'endormissement, mais qui permettent également de se réveiller en cas de nécessité. Le Dormatron plonge les patients dans un état de sommeil profond, d'où il est impossible de sortir, même avec une sirène de pompiers. »« Madame, je connais les consignes de sécurité, mais rendez-vous compte, je prends 2 comprimés de Dormatron habituellement pour dormir seulement 6 heures. Vous pensez vraiment qu'avec un somnifère léger, je vais pouvoir dormir convenablement ? C'est ridicule. Autant me donner de l'homéopathie ou de l'aspirine. L'effet sera le même. Si je veux travailler correctement, il faut que je puisse dormir. Je peux tenir 1 ou 2 nuits blanches, mais pas plus. » « Je comprends. » L'infirmière connaissait le phénomène d'addiction aux somnifères. Déni du problème, colère, agressivité et dépression se bousculaient à la porte du patient. « Je vais en parler au docteur. Gardez ces pilules avec vous et on va voir ce qu'on peut faire. » On toqua de nouveau. Wilfrid revenait chercher Philippe. L'adjoint fut surpris de trouver l'infirmière dans la cabine et remarqua la tension gravée sur le visage de l'expert. « Tout va bien, Philippe ? Vous avez fait connaissance avec notre infirmière ? » « Justement, je partais, » répondit Helena, qui en profita pour s'échapper. Wilfrid se poussa pour la laisser passer. Il était toujours étonné par la rapidité de mouvement de cette femme très corpulente. Elle se déplaçait comme un félin malgré sa centaine de kilos. Quand elle fut assez loin, Wilfrid demanda « Un problème ? Vous voulez connaître la couleur de mon slip, vous aussi ? Vous trouvez aussi qu'elle est énervante, l'infirmière ? Bon, Dominique nous attend. Elle vient de m'appeler. Elle a reçu les dernières données relevées par nos sonars. C'est tout frais. Suivez-moi. » Chapitre 3. Première nuit. « Vous ne mangez pas votre croûton ? » demanda Wilfrid en désignant la boule du plateau repas de Philippe. « Non, allez-y, » répondit Philippe négligemment. Wilfrid s'empara du pain convoité, en coupa un morceau et sauça sa barquette de hachis parmentier, tout en continuant son monologue sur la procédure de remboursement de notes de frais, pas assez rapide à son goût. Sa manière de raconter des choses qui n'intéressaient personne lui rappelait Pierre, son colocataire de laboratoire. La plupart des gens s'écoutent parler et sont totalement ennuyeux, se lamenta Philippe intérieurement. Cette longue plainte stérile l'empêchait de se concentrer sur le rapport que Dominique lui avait fourni. Il s'était détourné de son plateau repas pour réfléchir sur le dossier. Il n'avait pas faim. Son appétit avait été coupé par la mauvaise qualité du repas, ainsi que par la manière peu ragoûtante qu'avait Wilfrid d'avaler son dîner. Il bafferait, engloutissait chaque bouchée la bouche ouverte en produisant un bruit effroyable et en laissant tomber la moitié sur la serviette accrochée autour de son cou. Dominique était restée silencieuse le temps de terminer son assiette. Soucieuse et inquiète, elle se contentait de réagir machinalement quand Wilfrid attendait une réponse. Son esprit se démenait avec quelques problèmes intérieurs à régler dans un recoin de son cerveau. Son existence avait dû être bien sérieuse pour être parvenue si jeune à ce poste, pensa Philippe. Elle avait sûrement mis toute sa vie dans son travail en oubliant de s'occuper d'elle-même. En l'observant, le scientifique n'arrivait pas à savoir s'il la trouvait jolie ou pas. Ce n'était pas qu'elle était banale ou insignifiante, non. En tout cas, elle n'était pas moche. Il n'y avait rien de disgracieux chez elle, seulement elle ne se mettait pas en valeur. Elle s'évertuait à arborer un visage transparent, sans émotion. Sa mine préoccupée était le premier sentiment sympathique qui émanait d'elle depuis qu'il l'avait rencontrée. Philippe sursauta quand elle sortit de sa réflexion pour s'excuser. « Je suis désolé pour la mauvaise qualité du plateau repas, monsieur de Carjaval. » Philippe rassura Dominique poliment et profita de ce moment pour replacer la conversation sur le sujet qui l'intéressait. Il avait fini de feuilleter le rapport et demanda « À la lecture de ce document, le réservoir devrait se trouver exactement là où se situe la sphère. À croire que la sphère elle-même est le réservoir. Êtes-vous sûr que les données du sonar n'ont pas pris cette roche pour du pétrole ? Nous avions bien évidemment envisagé cette hypothèse, mais une deuxième batterie d'analyse démontre bien que l'hydrocarbure existe distinctement de la roche qui a une composition bien spécifique. Les minéraux présents dans la sphère nous sont totalement inconnus, alors que nous connaissons et identifions clairement l'hydrocarbure. Vous voyez cette coupe-là ? Dominique tourna l'écran de son ordinateur vers les 2 hommes. La sphère est en noir, vous voyez. En dessous, on distingue clairement les ombres grises. Ça, c'est l'hydrocarbure. Le réservoir doit être gigantesque, car mis à part la sphère,
On en trouve sur l'intégralité de la zone observée. Est-il possible de faire un agrandissement du cliché ? Demanda Philippe. Que pensez-vous trouver ? Je voudrais savoir comment les deux couches réagissent au contact l'une de l'autre pour déterminer si des réactions chimiques particulières se produisent. Une première piste à envisager serait de faire passer le forage à la lisière de la roche et j'ai besoin de connaître la composition chimique qui gravite autour de la sphère. Alors, l'agrandissement devrait se focaliser sur une partie du cliché comprenant de la roche inconnue et de l'hydrocarbure dans les mêmes proportions, précisa Dominique qui suivait le raisonnement du scientifique. Elle pianota sur le clavier de l'ordinateur pour lancer une édition de l'image, attrapa la feuille qui était sortie de l'imprimante et dessina un cercle. Elle tendit le résultat à Philippe. « Cette zone, par exemple ?» Philippe regarda attentivement la feuille et le cercle que Dominique venait de tracer. Son regard, qui s'était tout d'abord porté sur la ligne de démarcation entre la sphère noire et l'ombre grise de l'hydrocarbure, se détacha pour vagabonder sur la partie sombre de la feuille. La zone qui représentait la roche inconnue était uniformément noire et rien ne ressortait. Soudain, il se sentit aspiré par l'image. Quelque chose l'interpellait. Il ne savait pas quoi. Il ne le voyait pas, mais il en était certain. Un infime détail était caché. Son cerveau ne parvenait pas à capter directement l'information, mais ses yeux avaient repéré qu'un indice trop petit et trop subtil était susceptible de révéler un renseignement capital. Il était tellement concentré qu'il ne se rendit pas compte qu'il s'adressa à la géologue par son prénom. « Dominique, j'aimerais 2 agrandissements, s'il vous plaît. » Elle le dévisagea en attendant qu'il précise sa demande. Après de longues minutes au cours desquelles le scientifique resta immobile, le regard toujours plongé sur la feuille, il se mit à dessiner un rond sur la partie haute du cliché, au milieu de la zone noire. « Ajoutez ceci au cercle que vous avez dessiné, » précisa Philippe en rendant la feuille à Dominique. « Vous savez, on a déjà examiné de plus près plusieurs parties de la sphère, mais on n'a rien trouvé. Je vous fournirai tous les résultats de nos précédentes recherches. Mais nous allons quand même solliciter notre géophysicien pour qu'il agrandisse ces 2 cercles, si vous le désirez. J'apporte la feuille à Marc. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.